tu remets, des fois ça. Ah merde, Bah, on verra. J'espère que tu pourras ripper la VOD. Ah bah non, t'as pas de VOD sur celle-là. Ouais. Bon bah ce premier épisode de Fermez-la, Newsflash est perdu pour toujours. Non, pas pour toujours, voilà. Si. Non, il y a quand même certains qui ont dû prendre quelques clips quand même. Bah, quelques clips, il y aura peut-être des extraits, mais cette vidéo-là, ça a pas commencé à enregistrer quand t'as fait le truc. T'auras pas de traces en gros sur leur. Ouais, c'est ma première expérience sur Twitch, je galère un peu comme vous pouvez le voir. Vous vous rendez compte que le film Marvel qui donne le moins envie actuellement, c'est Spider-Man, c'est ultra triste que Marvel... Bah oui, c'est... D'ailleurs, MJ, que penses-tu de la critique de Donald Renew qui a fait le doublage belge sur Spider-Man et sur Digimon? Bah il a pas fait que le doublage belge, il a fait le doublage français tout court. Bah oui, je sais plus s'il veut dire par là qu'en fait c'est un studio belge qui s'occupait des doublages. Ah ça c'est possible, oui bien sûr, mais... Mais ça arrive que des fois il y a des studios belges qui s'occupent de faire des doublages pour toutes les versions VF européennes qui existent. Hein, donc, Pas grave, tout le monde attend Into the Spider-Verse 2, voilà. Oui voilà, on se concentrera là-dessus nous deux, ouais. Donc du coup, on va passer à la news suivante. J'ai pas grand chose à dire, j'avoue, j'ai mis un petit peu cette news pour le remplissage. Mad Max Furiosa, qui apparemment est de plus en plus pris au sérieux comme projet, vu qu'ils ont déjà prévu au casting Anya Taylor-Joy, que vous avez pu voir dans Split, dans Glass, et dernièrement dans Les Nouveaux Mutants. Chris Hemsworth, celui-là il n'y a plus besoin de le présenter. Et Yahya Abdul-Mateen 2, qui, de ce que je me souviens, c'est le méchant d'Aquaman, si je dis pas de bêtises. Voilà, c'est... Ça se dit Matin peut-être. Matin? Ouais, voilà, au vu de sa tête, ouais, c'était Black Manta, ouais. Je pense que ça se dit Yahya Abdul-Mateen. Possible. Yahya Abdul-Mateen. Yahya. Non, attends, on va le faire en 3 étapes. C'est en 3 phonèmes. Yahya. Expire le ya, tu vois. Yahya. Je fais de mon mieux, c'est pas drôle. Mais t'es Stevie de Malcolm, t'as des problèmes, t'as besoin d'un substitut pour la bouche. Merde. Alors, par contre, je sais toujours pas si c'est toujours George Miller qui s'en occupe. Je crois qu'on avait parlé à un moment que George Miller faisait le spin-off sur Furiosa, mais... Apparemment dans Watchmen aussi. Dans Watchmen, oui, c'est ce qui est indiqué là, mais... Bah c'est pas celui qui jouait... si... tu sais, le spoiler. Oui, spoiler, ouais, voilà, gros spoiler de fin, ouais. Sa version humaine, ouais. Ouais, c'est possible. Bah, tant que je vois sa tête, c'est possible. Il dit quelque chose, ou peut-être que je le confonds avec un autre, mais voilà. Oui, encore des abonnés, à ce que je vois. Salut. Alors, Benedict Cumberbatch sera dans Spider-Man 3. Oui, ça c'est les caméos habituels, ça va. On s'en fout un peu de ça, par contre. Du coup... Qu'est-ce que tu aurais à dire par rapport à ce projet, toi? J'aimerais savoir en fait où ça se situe temporairement. Est-ce que ça c'est un préquel. Je sais pas si c'est intéressant ça, parce que... Je sais pas non plus, mais... On connaît déjà le passé de ce personnage. C'était un agent qui travaillait pour un gouvernement tyrannique, voilà. Une tribu de personnes qui... Qu'elle a perdu un bras dans la foulée. Elle a perdu un bras dans la foulée, tout ça, mais que du coup, en secret, elle essayait d'entretenir depuis tout ce temps l'idée de sauver les siennes, ses sœurs, qui auraient pu devenir du sujet de harem pour comment il s'appelle déjà le méchant là, l'antagoniste là. Merde, comment il s'appelait déjà? Moi j'ai envie de l'appeler Mr. Mediocre. Ouais, voilà. Mais voilà. Est-ce qu'il peut fermer sa gueule un peu en fait? Oh. Laisse les gens venir, laisse les gens s'abonner un peu. Ouais. Oh là là. Voilà, je le baisse encore. Voilà, il est à moins 34. Voilà. Et... Ouais, pourquoi pas si c'est toujours supervisé ou au moins réalisé par George Miller. Moi, j'ai envie de lui faire confiance là-dessus. Moi, j'aurais été intéressé de voir c'est quoi une suite plutôt de ce qu'il devient, tu vois. Bah, nous aussi, on aimerait bien une suite à Mad Max Fury Road, quoi. Qu'est-ce que ça fait une société où c'est post-apocalyptique, où celle qui essaye de diriger, qui essaye de maintenir son peuple en vie, genre de truc. Après, maintenant, c'est vrai que c'était une puissante figure, Furiosa. C'est vrai que c'est un personnage aussi qui a su tirer son épingle du jeu et qui est même protagoniste à égalité avec Mad Max, voire même plus, tu vois. Oh, il y en a beaucoup qui débattent sur le fait que c'est elle la véritable héroïne et Max il fait que assister, quoi. Mais en fait c'est un peu le personnage témoin qui était très critiqué par pas mal de crétins masculins, voilà. Ça malheureusement, et là ils doivent être encore plus en rang en voyant le projet avancer, mais voilà.
Et du coup, ouais, Charlize Theron, elle a pas l'air d'être dans le projet. Immortan Joe. Immortan Joe, merci. Voilà. Ouais, je suis en train de revoir. Je crois qu'elle y est pas, Charlize Theron. Donc c'est vraiment. Parce que du coup, s'ils ont pris une nouvelle actrice, c'est que. Ouais, c'est vraiment la jeunesse. C'est que voilà, c'est la jeunesse du personnage, quoi. Du coup, ça va être aussi le début de l'apocalypse de son point de vue ou quelque chose. Genre, c'est ça, elle va assister à la chute du monde. Parce que c'est vrai, on n'a jamais vu cette partie-là de l'histoire, quoi. Il y a une transition entre le 1 et le 2, mais on n'a pas vu. Pas spécialement, quoi. Bah, c'est ça, comment. C'est vrai que par exemple, dans le premier Mad Max, on voyait par exemple le passé de Max dans le monde normal, il me semble. Ouais, bah. De ce qu'on voyait, le monde tournait toujours, c'était un peu plus violent que d'habitude, mais voilà quoi, c'était pas encore le monde post-apo, il m'a avec le désert, voilà, où on se bat pour le carburant. Voilà, il y a une grosse différence d'univers entre les deux premiers films, voilà. Et justement, ça c'est un petit peu resté, et du coup, s'ils en profitent pour montrer ce que c'est l'apocalypse, donc voilà. Après, maintenant, je fais confiance à Miller pour faire un truc intéressant. Exactement, mais c'est juste que pour le coup, je sais vraiment pas dans quelle direction ça va aller, et je me demande vraiment s'il y aura vraiment quelque chose à raconter sur le passé de ce personnage, plus que ce que plus que ce que le film Fury Road avait déjà fait, arrivait déjà à suggérer de façon imagée, quoi. Après, on a été surpris par d'autres projets, dont aussi on se demandait qu'est-ce qu'on allait pouvoir raconter sur ça, quoi. Genre Toy Story 4, on a été très agréablement surpris là-dessus. Le 3 reste le meilleur, mais oui, bien sûr. Les erreurs qui étaient très bien aussi. Ouais. Et puis franchement aussi, niveau surprise, quand on sait encore une fois que... voilà, George Miller, c'est Happy Feet 1 et 2. Exactement. Ouais. Happy Feet, quand j'étais plus jeune, pour moi, c'était le film en mode... mais c'est quoi ça? C'est encore un de ces films pour enfants qui veut surfer sur le succès de La Marche de l'Empereur et tout. Voilà. Les rois de la glisse, La Marche de l'Empereur... Ça se fondait un petit peu dans ces autres films-là, mais en fait, non, c'est génial, Happy Feet. Quand j'ai regardé ce truc, je vous explique, moi, comment je suis retombé sur Happy Feet, moi. On devait prendre le bateau pour aller en Tunisie, parce qu'il y avait de la famille là-bas à ce moment-là. Et moi, j'avais eu le mal de mer, j'en avais marre, j'avais besoin d'un truc pour passer le temps. Alors, le truc, c'est que dans ce bateau, ils avaient organisé une salle de cinéma pour enfants. En fait, ils avaient une salle de jeu pour que les enfants s'occupent, et ils l'avaient aménagée pendant le temps d'1 heure, 2 heures, en salle de cinoche. Et du coup, voilà, on pouvait se poser là. Moi, j'étais un peu trop grand par rapport aux autres enfants qui étaient beaucoup plus petits, mais voilà, bon, j'avais que ça à foutre, c'était soit ça, soit rester dans ma chambre à essayer de jouer à la DS pendant que j'avais le mal de mer. Donc, bon, j'ai voulu tenter ça. Je me dis, non, c'est tout que des pingouins. Et en fait, j'ai regardé ce truc et je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a une critique des dogmes, il y a une imagerie superbe, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est quoi? Mais à un moment, c'est le Seigneur des Anneaux, ils sont en train de marcher dans l'horizon, dans une quête, l'image devient couleur ocre et ambre, ils vont rencontrer des aliens, à un moment, le manchot, il devient fou, il est enfermé, il est en train de voir ses parents morts à travers les vitres d'un zoo. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le film qui s'appelle Happy Feet est un chef-d'œuvre métaphysique? Et là, tu vois le générique réalisé par George Miller. Tout s'explique. Tout s'explique. D'ailleurs, allez voir le Monsieur Bobbin sur Happy Feet pour avoir un petit ordre d'idée de à quel point Happy Feet c'est bien. Voilà. Mais ouais, du coup, George Miller, on peut pratiquement lui donner tous les projets les plus bizarres du monde, il en fait quelque chose de super. Hein. Voilà. Le mec, il a fait un chef-d'œuvre avec Babe 2, quoi. Ouais, clairement. Et si vous voulez bader ce soir, je vous conseille de voir Lorenzo's Oil, l'huile de Lorenzo. Aussi un Monsieur Bobbin là-dessus, très excellent, qu'on conseille. Ouais, voilà. Regardez le film avant quand même. En ces périodes de problèmes sanitaires à travers le monde, je pense que Lorenzo's Oil vous permettra d'encore plus bader. Mais sérieusement, c'est limite. Comment on fait un film d'horreur mais sans monstres, sans tueurs, sans fantômes, sans démons? Oh bah c'est facile, comme ça. Des enfants morts hier. Voilà. Aussi, si t'avais un enfant qui avait une des pires maladies que tu puisses imaginer, et qu'en plus, à chaque fois qu'il a une crise, on dirait que c'est l'exorciste. Tu vois, ouais. Aussi le méchant du Hulk d'Angly qui a un accent italien. Ça aussi, ça fait peur. Oui, c'est pas mal. Il a meilleur accent italien que largement, le mec oui. C'est un accent subtil, tu vois, au moins. C'est juste qu'on connaît son accent habituel, on sait que c'est pas le sien. Il passe mieux pour un italien que, voilà, le mec de... Que Viggo Mortensen, largement. Voilà, ouais, dans
dans ce dans ce truc. Dans ce truc. Vous savez lequel, regardez la vidéo. Voilà, donc du coup, là, il nous reste qu'un truc à discuter. Voilà, proposition d'Herbit. On va parler un petit peu de Lupin 3. Lupin de Fer. Voilà, que vous avez peut-être vu nos commentaires sur Twitter par rapport au film. Regardez-le. Ouais, allez le voir parce que... Regardez-le. Bon, en prenant vos précautions, bien sûr, hein, en prenant vos masques et tout. Parce que je suppose que c'est aussi pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui étaient dans la salle quand on est allé le voir. Mais c'est vrai que de toute façon, au bout d'un moment aussi, on dit regardez-le, mais en réalité, si pour vous, c'est un énorme risque pour vous et vos proches d'aller dans la salle de cinéma, et on comprend tout à fait, c'est à votre âme et conscience, on peut pas obliger ce genre de choses si vous estimez que c'est risqué ou irresponsable. C'est juste que voilà, nous, on y allait en connaissance de cause, on y allait à deux, on a pris nos précautions. On y allait avec nos masques, on se lave les mains comme il faut, on a essayé de respecter le plus possible les gestes barrières dans les circonstances voulues. Donc voilà, mais sinon, le film, voilà. Il était super. Il était très bien. Pourtant, film en images de synthèse japonais, généralement, c'est un petit peu casse-gueule. Parce que y a pas mal de projets où on voit qu'ils n'ont pas encore maîtrisé ça. En fait, le truc, c'est qu'en film, ils sont capables de faire des trucs qui sont esthétiquement très très beaux, tout aussi bien que l'Europe et les États-Unis, voire même mieux des fois. Faut quand même savoir que le Japon, c'est comme le pays qui faisait les scènes cinématiques des Final Fantasy, genre d'autres trucs. Oui, voilà, bien sûr. Mais c'est juste que niveau long métrage, ils ont les quelques Resident Evil. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre aussi Des fois, il y a les scripts ou les trucs qui valent pas la peine. Ou voilà. Des fois, ils ont pas les temps qu'il faut. Mais par exemple, tu vois, il y avait toujours des trucs intéressants. Tu vois, par exemple. Tu peux discuter par exemple que Albator c'est pas idéal, mais il y avait quand même des trucs recherchés, tu vois. Ouais, bien sûr. Ils essaient des trucs esthétiquement pareil pour Space Battleship Yamato aussi. C'est quand même il y a des scènes d'abordage aussi dans ce film. C'est une institution, Space Battleship Yamato. Il y a pas mal de trucs aussi. Par contre, il y a un autre truc d'adaptation de classique du manga old school qui a pas beaucoup plu aux gens et c'était Senseiya. Il y en a déjà qui parlent de Senseiya. Ouais, voilà, Senseiya. Alors moi j'ai vu Senseiya, le truc du sanctuaire, et c'était... J'ai rien à redire dessus en termes d'esthétique. Ils ont vraiment essayé de moderniser Senseiya pour qu'il soit plus pétaradant, explosif, impressionnant que jamais. Mais encore une fois, on a essayé de résumer un arc très long, de combattre 12 personnes en 12 heures, je sais pas quoi, en un film de 1h30, sans contexte avant, sans préparation après. Voilà, même Stealth Alchemist, il a pas réussi à faire 1h30. Hein. Voilà. et le truc en plus, c'est que à côté de ça, t'essayes de changer, essayer de dynamiser ou de rendre à la fois... plus actif le personnage de Saori, là, de Athéna. Enfin, le truc, c'est qu'ils ont essayé plein de trucs, ils ont essayé de prendre des raccourcis qui marchaient pas, ils ont essayé de moderniser, développer des trucs, mais dans le temps imparti, ça marchait moyen. Les personnages aussi, ils étaient soit surexpressifs et méconnaissables, soit ils avaient d'autres stéréotypes. Enfin, le truc, c'est que, encore une fois, le problème réside surtout plus dans le script, et quelques choix esthétiques que dans la capacité technique elle-même de... Non, la technique elle est bien, c'est juste que le niveau esthétique, il y avait toujours un truc qui faisait que c'était un petit peu trop sombre par-ci par-là, un petit peu trop mono-expressif et tout. Ou surexpressif des fois, il y a des moments où les personnages... Dans Senseiya, c'était très... Je pensais plus à Albator pour le sous-expressif. Oui, là par contre, parce qu'il voulait être très sérieux, en fait, pour Albator, il voulait être très... Bon, par contre, t'avais Apple Seed où c'était approprié, tu vois. Oui, mais pas fan d'Apple Seed non plus, tu vois. Mais il y a des essais, en tout cas, en termes d'adaptation en 3D de manga, tu vois. Le Japon a déjà fait des productions originales 3D qui marchaient très très bien. Je me souviens par exemple de... Fireball, je sais plus quoi, là, qui passait sur Disney Channel avec des robots, c'était très joli, c'était très bien fait. Même en ce moment, en termes d'adaptation d'animé en série télé, il y a eu qu'on appelle ça, des animés qui sont vraiment sortis du lot, comme on appelle ça, l'ère des cristaux, comme Beastars et des trucs de ce genre. Même si le script est aussi totalement dans les fraises, l'animé original Netflix, Dragon's Dogma, c'était très bien, esthétiquement aussi. C'est juste, le scénario, il est lâché par terre, mais moi, je vais quand même regarder les 8 épisodes parce que je me faisais chier, hein, mais... Oui, voilà, des fois...
Ouais, voilà, je te raconte Dragon Dogma rapidement. Non, en fait, tu sais quoi, on s'en branle dans Dragon Dogma. Faut parler de Lupin. Oui, voilà, parce que justement, je voulais commencer un petit peu sur l'animation en synthèse avant pour montrer que Lupin 3, c'est dans la bonne direction, tu vois. Parce que justement, déjà, c'est un peu plus coloré. C'est sympa. Et aussi, c'est beaucoup plus expressif. Ça reprend les mimiques des dessins animés de celui que j'avais vu, Edgar Gentleman Cambrioleur. Quoi, c'est ça, ouais, à l'époque. Maintenant, c'est bon, on a le droit d'appeler Lupin en France. C'est incroyable. Il y a ça aussi. C'est peut-être pour ça que les gens, ils viennent pas, ils reconnaissent pas le Gentleman Cambrioleur. Ah, mais c'est Edgar. Non, c'est Lupin. Non, papy, c'est pas Edgar, je te l'ai déjà dit. Il s'appelle Lupin 3. Ouais, le boomer geek de 40-50 ans, non mais c'est Edgar ça. Non, c'est voilà, parce que au niveau de la façon dont il bouge, la façon dont... Les mimiques, les voilà, exactement. Même le côté très cartoon, où genre il nage dans l'air. Ouais, c'était bien mené. Il court en élançant ses bras à fond. Voilà, c'est un petit côté Hotel Transylvania qui colle bien, quoi. Oui, c'est ça, ouais. Non, mais c'est vraiment, de toute façon, c'est ça aussi le charme des personnages de Lupin. Ils ont tous des chara design aussi qui indiquent comment ils bougent et comment ils agissent et quelles sont leurs personnalités, tu vois. Le côté malicieux, la tête un petit peu simiesque de Lupin a fait que son corps maigrichon, un peu filiforme et tout, tu deviens le fait qu'il a tout le temps les mains dans les poches et un petit peu bossu là. Voilà, qui est toujours un peu comme ça, tu deviens bien le côté roublard, mais le côté aussi très dynamique, qui est capable de se faufiler dans des tuyaux facilement et de faire des acrobaties à la chaîne. Jigen et Goemon aussi, ils sont bien cool, hein. Leur design est pas ultra présent, mais ils sont toujours ils ont toujours leur moment sympa. Hein, voilà, Jigen toujours sharpshooter avec sa barbe pointue, le truc rabaissé. Toujours incapable de fumer sa cigarette à la con. Voilà. Toujours toute tordue et tout. Toujours envie de dormir, quitte à aller sur des murs anti-gravité. Voilà. Mais, qui tire, mais t'as des moments d'action qui sont évidemment extrêmement dantesques et qui profitent bien de la 3D, quoi. Ouais. La course-poursuite de début. Avec Lupin qui doit essayer de s'échapper avec ses deux potes, il tire sur un panneau, non, il tire sur un boulon d'un panneau sur la route qui fait tomber sur les autres, et t'as Goemon, il saute, il coupe une voiture, un fourgon de police en deux, et ils essayent de retenir le fourgon de police en se tenant comme ça. Le fourgon de police continue, les deux morceaux du fourgon de police continuent à rouler en parallèle un petit peu, et jusqu'à ce que finalement il tombe comme ça en deux, tu vois. Il y a beaucoup de moments extrêmement dantesques comme ça où l'action est vraiment très imaginative. Il y a le petit côté, comme tu disais dans ton tweet, Belmondo, mais avec plus de possibilités qu'offre l'animation, quoi. C'est ça, exactement, oui. Et c'est encore un exemple que l'animation c'est parfait pour faire des films d'action et qu'on devrait en faire plus souvent. Mais oui, c'est ça, je veux voir plus de trucs comme ça moi en 3D, tu vois. Même les Pixar, ils font pas des trucs comme ça en termes d'action 3D, à part peut-être Indestructible, tu vois. Et mais même ça, tu vois, c'est des trucs, t'as des scènes d'action que même dans Indestructible, je voyais pas, tu vois, ils arrivent à se distinguer, tu vois. Le truc c'est qu'avec la capacité des Japonais à avoir étudié comment faire les trucs les plus dynamiques possibles avec le moins de moyens et de dessins, et plus maintenant le fait qu'avec l'animation 3D ils peuvent se lâcher et essayer des trucs audacieux, si tu mélanges les deux, le jeu de perspective, de mise en scène cinématographique déjà présent dans l'animation japonaise, avec les possibilités de caméra libre et de gestion de l'espace qu'offre l'animation 3D, il y a moyen de faire des trucs incroyables. Et pour moi, ce Lupin 3, c'est pour moi un exemple de ce qui est possible encore de faire en termes de super action animation 3D. On peut encore faire mieux en plus, hein, voilà, c'est très bien ce qu'ils font dans ce film-là, mais on peut encore faire mieux. Voilà, mais en tout cas, si par exemple vous voulez imaginer à quoi ça ressemblerait un film de Belmondo, ou un Indiana Jones, ou un truc comme ça, ou un Caper Movie, tu vois, un film de cambriolage, si c'était fait en animation 3D, Lupin, ce serait un très bon exemple, tu vois. Après, l'histoire, c'est du Lupin classique, voilà, c'est Lupin qui part à la recherche d'un trésor, il y a un artefact, il y a une meuf qui est en rapport avec cet artefact, il y a une relation entre Lupin et la meuf par rapport à l'artefact. Mais c'est du bon Lupin, voilà. C'est généralement bien exécuté, et ça part quelquefois dans des délires genre... les méchants, c'est des nazis. Ouais, mais ça se passe dans les années 50-60 en même temps. Oui, voilà, bien sûr, il y a encore quelques nazis vivants, mais c'est juste que l'histoire de Hitler est peut-être toujours en vie. On a trouvé une photo de lui au Brésil. En fait, voilà, ce qui se passe, t'as un simp de Hitler. T'as un stan de Hitler qui essaie en mode, il faut qu'on trouve un machin antique qui nous rendra super fort, qui permettra de ressusciter le Troisième Reich. Comme ça, je vais le donner
donner à Hitler Senpai et il va enfin me remarquer et je serai son Oni-chan. Ouais, le méchant principal, il a une relation avec Hitler, c'est mignon. Voilà. C'est trop mignon. Le mec, il va être tellement déçu quand il va découvrir qu'en fait, c'était une photo de Chaplin. Non mais voilà, il y a pas de trucs comme ça, mais t'as un autre antagoniste qui était très intéressant aussi. Oui, l'antagoniste un peu plus émotionnel, un peu plus ambigu, voilà, qui a une relation, qui est le tonton de la jeune fille en question, voilà. Oui. Et je trouve, ouais, ça le fait. Voilà, on va dire que ça a fait. Voilà. Ouais, c'est ça le fait. Bah en fait, ce que j'ai bien aimé dans le méchant, dans Lambert, il s'appelle. Lambert, en fait, c'est un ancien scientifique nazi. Voilà, pour visualiser, c'est lui là. Voilà, je montre avec la souris. Et lui, c'est celui qui est amoureux d'Hitler. Voilà, c'est ça là. Voilà, c'est voilà, le simp Hitler et là c'est Lambert. Donc c'était Lambert et comment il s'appelait l'autre Simp Hitler, c'est bien aussi. Simp Hitler, ouais, si, il avait un autre nom, je me souviens. Il avait un nom, mais je sais plus. Voilà. Ouais, j'en rappelais l'autre fois, mais ça va. Mais voilà, le fait est que pour moi, je trouve que on va pas trop raconter l'histoire parce que je veux que les gens y découvrent. Ouais, bien sûr. Mais après, c'est une histoire qui est assez simple et facile à suivre. Hein. Oui, voilà, c'est l'histoire que tu attends d'un film d'aventure de cambriolage sur une ancienne civilisation. C'est vraiment Indiana Jones. Hein. C'est pour ceux qui. Je dis ça pour les gens qui ont jamais connu un Lupin de leur vie ou ce genre de truc. Imaginez-vous que c'est un Indiana Jones. Où c'est des aventuriers qui essayent de récupérer un artefact avant que les nazis tombent dessus et fassent un truc mal avec. Voilà, c'est pour vous, c'est... Voilà, Indiana Jones, Benjamin Gates, Picsou si vous voulez, les Belmondo, voilà... C'est justement le classique de l'aventure exotique avec des trésors et tout. Si vous voulez vous dire tiens, j'aimerais bien que l'homme de Rio avec Belmondo ça soit un animé avec beaucoup d'action, de la 3D, des gadgets, des trucs comme ça, et ben voilà, c'est ça. Le seul truc qui était un petit peu bâclé mais c'est pas bien grave, c'est la civilisation qu'il découvre. Voilà, tu vois, c'est tellement Atlantide. C'est un couloir. Voilà, c'est un couloir. C'est un couloir de... C'est quoi leur histoire? C'est quoi leur culture? Gravité. En fait, c'est une civilisation. Je sais même pas s'il a un nom, cette civilisation, d'ailleurs. Je sais plus s'il lui donne un nom, non, c'est les inventeurs de l'éclipse. Voilà, c'est ce qu'ils disent. Parce que tout ce qui les intéresse, c'est l'artefact. On s'en fout de qui les a inventés, donc c'est les Atlantes, Mayas. En fait, c'est juste une excuse pour que les héros ils trouvent un bidule antique en passant par des épreuves avec des salles à la littéralement la dernière croisade d'Indiana Jones. Voilà. C'est genre il y a 3 épreuves, t'as 3 niveaux de jeux vidéo que tu dois traverser pour comprendre. C'est juste une justification pour avoir le super artefact de la mort qui tue, mais quelle belle justification. Voilà, c'est une belle justification. C'est juste que dans ce genre de truc d'aventure, c'est toujours sympa de découvrir cette histoire ancienne, cette légende, etc., de voir les traces de nos ancêtres. Voilà, c'est toujours le truc sympa dans ce genre d'histoire d'archéologie et tout. C'est vrai. Mais voilà, c'est pas bien grave. Mais parce qu'à la place, ils se sont concentrés sur un autre aspect. Les ancêtres de nos personnages principaux, bien sûr. Parce qu'en fait, ça s'appelle Lupin the First. Parce que l'histoire est liée au premier Lupin. C'est ça, le premier Lupin. Voilà, parce que là, du coup, ce qui se passe, je vous spoil pas trop, mais en gros, vous voyez, donc la fille qui est, comment ça s'appelle ? Qui est là. Voilà. Ouais, la fille qui est là, la croquignonnette, mignonnette à côté du samouraï, là. Bon, bah voilà, le truc, c'est que elle, son ancêtre et l'ancêtre de Lupin ont ensemble travaillé sur un artefact sur un objet qui permettait en gros d'être la clé qui permettait d'accéder à l'artefact antique. Voilà, pour protéger le carnet du grand-père d'Indy. Voilà, c'est ça, ouais, exactement. Et du coup, en fait, son ancêtre, en gros, ce qui se passe avec son ancêtre, c'est que du coup, il y a toute une histoire avec, on découvre ses origines, son intérêt pour l'archéologie, et il y avait même dans le journal, on remarque que dans le journal, en fait, on voit tout son amour pour l'archéologie en mode, il a mis des messages codés à base de langues comme l'arcadien. L'arcadien, ouais. Genre, t'as un mélange d'hébreu ancien. Genre, pour comprendre ce qui se passe dans le livre, il faut que tu comprennes l'hébreu ancien, l'acadien, différentes langues de l'Antiquité, peut-être le mésopotamien, je sais pas, d'autres trucs. Il faut que tu connaisses différents sites connus de l'Antiquité, de l'Amérique latine, et genre de trucs.
Et il y a pas mal de trucs comme ça qui fait que, mine de rien, on s'intéresse à en fait l'héritage laissé par les ancêtres de nos personnages et qu'est-ce qu'ils vont faire avec et comment est-ce qu'ils vont continuer à le perpétuer. Exactement, tu vois. ouais. Là où t'as les nazis qui veulent juste voler l'héritage pour continuer à se l'accaparer pour eux, pour juste plus de puissance et dominer le monde, et t'as ces personnages qui eux veulent juste continuer à faire revivre une culture, une attitude et un esprit qu'ils aiment, tu vois. Voilà. T'as cette scène qui est très très belle d'ailleurs dans la salle qui a été mis en avant dans les teasers, le moment où t'as Lupin qui doit passer par la salle des lasers. Voilà. Qui était très belle scène, encore une fois, d'action extrêmement dynamique, genre... cartoonesque et tout, ouais. Cartoonesque, mais aussi très... classe. Voilà, très animé d'action, tu vois, ou avec des effets de perspective, d'angle audacieux, le personnage qui se déforme, qui fait des contorsions incroyables. Des ralentis bien placés. Des ralentis très bien placés, même placés non seulement pour montrer la beauté de l'action, mais pour montrer l'enjeu de l'instant, à savoir récupérer en fait des objets laissés par le premier Lupin en fait. Voilà, sa canne, son chapeau. Sa canne et son chapeau, t'as ce moment où il arrive à récupérer sa canne, genre il n'était pas obligé de récupérer la canne de son ancêtre à ce moment-là pour réussir l'épreuve, mais il tenait absolument à la récupérer et ça lui a même sauvé la vie à un moment, tu vois. Et à la fin, il récupère son chapeau et quand il voit le chapeau au bout, il comprend l'énigme en mode je sais ce que je dois faire pour passer les lasers, pour les comprendre, faut que je lance le chapeau comme mon ancêtre, pour comprendre comment fonctionnent les lasers et après je les esquive, tu vois. Et à la fin, il a la canne, il a le chapeau, il se le met sur lui. Voilà, position classe. Je suis digne de mon grand-père. C'est ça, tu vois. Il y en a qui commentent « Ah, mais c'est vraiment Jojo, en fait !» D'après vous, d'où Jojo a eu l'idée? Jojo aussi, c'était un pur produit années 80-90. Là, juste avant, le deuxième arc de Jojo avec Joseph Joestar Star-Jeune, c'était très Indiana Jones, ce délire avec des nazis, des artefacts et des trucs comme ça. Hein. C'est le but, hein. C'est un grand classique dans les histoires d'aventure de ce style d'avoir des nazis qui essayent de voler des artefacts. Genre, même dans on aime bien les méchants nazis dans les trucs japonais, bizarrement. Voilà, mais c'est ça, Hitler, il voulait l'Arc de Triomphe, il voulait avoir, je sais pas, un robot Atlante, il voulait avoir le bâton de Moïse, la lance de Longinus qui a transpercé Jésus. Mais vous êtes con ou quoi? Je voulais pas l'Arc de Triomphe, je voulais l'Arche d'Alliance. Ah, d'accord. Ah oui, je me disais pourquoi il voulait que je transporte ça, moi. Je dis l'Arc de Triomphe, c'est ça? T'as dit l'Arc de Triomphe. Ah merde, je suis c'était pas fait exprès. Ah merde. Voilà, ouais. C'est juste, j'ai pensé à cette blague au moment où tu disais ça. Voilà. Ce serait pas étonnant qu'il veuille l'Arc de Triomphe aussi. Non, je le trouve très joli. En fait, non, il veut l'Arc de Triomphe parce qu'il veut récupérer le fantôme du soldat inconnu pour s'en sortir comme un. Y a pas un moment où t'as la tombe du soldat inconnu qui apparaît dans Onimusha 3 avec Jean Reno? Je crois. Ça fait longtemps que j'y ai pas joué, mais c'est possible. Si vous voulez déjà, on passe par les catacombes via l'Arc de Triomphe, donc il y a des chances qu'on passe à côté. Voilà, si vous voulez jouer en tant que Jean Reno qui a un bras démoniaque contre des monstres japonais à Paris, jouez à Onimusha 3. Alors, juste, ils inversent un peu les rôles. C'est Jean Reno au Japon et c'est Takeshi Kitano. Non, je confonds. C'était qui celui qui était dans. Je m'en souviens plus. Enfin, un célèbre acteur japonais. Voilà, qui était dans le premier, le troisième Onimusha et qui se retrouve à Paris. Voilà. C'est vrai. C'est vrai, je m'en souviens. Il avait un FAMAS aussi, il me semble, non, si Jean Reno, non? Il avait pas une mitraillette FAMAS, genre. Au tout début, ouais, mais après, il a l'arme de le jeu vidéo Mr. Jack, tu sais, élastique. Oui, c'est ça. Bon, il a un bras. Un bras Castlevania, on va dire. Voilà. Un Castlevabra. Non mais voilà, mais c'est action exemplaire. Il y a des gens qui disent qu'il y a des plot holes ou que le scénario est bordélique, mais je vois pas. J'en ai pas remarqué. Hein. En fait, pour moi, ce que j'appellerais moi des plot holes, ce serait plutôt juste des facilités scénaristiques qui sont justifiées par le genre et le fait que voilà, c'est Lupin, tous ceux ils s'en sortent toujours trop bien. Ça, ils s'en sortent toujours trop bien. Il y a toujours des potes qui est là pour le soutenir, même si ça implique prendre la voiture pour aller au Mexique. Fujiko aussi, toujours des bons moments avec elle, hein. Fujiko qui est toujours le personnage classe, qui est à la fois un peu mélange de James Bond girl, mais de figure badass féminine, qui aime bien profiter de Lupin pour son gain, mais qui en même temps le laisse pas totalement tomber non plus, l'aide en coup dur par moment, tu vois. Il y a un moment vachement cool, hein. Il faudrait que je te montre des scènes où t'as Fujiko Mine qui est animé par Hayao Miyazaki. Et ouais, tu m'avais raconté, c'est... Tu remarques les moments où ça change d'animateur dans ce gars. C'est ça. Tu remarques, ah bah tiens, c'est Hayao Miyazaki qui a fait Fujiko Mine à ce moment-là, là, c'est intéressant. Donc voilà, je n'ai pas d'autres news en réserve, donc si jamais il y en a d'autres qui... On a tenu une heure, hein. Ouais, on a tenu 1 heure. Donc vite fait, s'il y en a qui veulent notre avis sur un truc, c'est le moment. Voilà, on finit avec les questions. Voilà, alors, du coup, je vais passer sur un écran un peu plus agréable, écran de discussion, voilà. Oui, là, il déconne un peu. Je sais pas si c'est normal, il déconne un peu.
Ah, oula. T'y arrives Allô ou... Allô. Voilà, c'est mieux, c'est mieux. Voilà, donc, tu connais l'univers de Warhammer, je suis pas trop familier. As-tu vu Dragon 2? Oui, il me l'a enfin montré, j'ai même vu le 3. Eh ouais. Voilà, j'essaierai d'en faire une petite critique parce que ça a été demandé par un donateur. Hein. C'est vrai, il va faire... T'en as parlé de ça, ton projet de petite critique? Pas encore, voilà, je voulais faire une petite surprise pour Noël, mais bon. D'accord, on va rien dire. Ok, ça fait du coup, les gens savent. Voilà. Tu viens de le dire, t'étais pas obligé de dire la date, les gens n'auraient pas compris. Promo du Kickstarter Wonder Woman 1944, bah oui, je verrai pour faire un petit post sur mon YouTube, et il y a le Kickstarter d'un projet de court-métrage sur Wonder Woman qui se passe en 1944, fait par une petite équipe française, ceux qui font les DC Shorts, et je joue dedans. Alors pas un grand rôle, hein, je joue pas un super-héros connu ou quoi, non. Look at this guy. Je suis juste le réalisateur, il m'a demandé s'il voulait bien participer, j'ai dit ok, et on s'est organisé, vous pouvez même voir sur son Instagram des photos de moi en train de voir le script avec les quelques autres acteurs, et voilà, donc du coup je ferai un post là-dessus pour soutenir le projet, vu que ça me concerne un petit peu, mais voilà quoi. Alors sinon... As-tu vu un pays qui se tient sage? Non, mais j'en ai entendu pas mal de bien de ce documentaire. Ouais, ça a l'air d'être glaçant comme histoire. Ça a l'air d'être glaçant, comme pas mal de documentaires Netflix en fait. Faudrait voir ça. Il y a un autre documentaire que j'aimerais bien qu'on regarde ensemble aussi. Oh oui, Projet de Tintin live action réalisé par Patrice Lecomte. Exactement, voilà. Ça se voit qu'ils ont fait exprès de prendre l'album fait parfaitement pour une comédie française à Zef. Tiens, on va faire un huis clos où il y a peu de décors, où on reste à l'intérieur d'un manoir tout le temps, comme ça. Ouais, on va faire une pièce de théâtre, quoi. Voilà. Ouais, on va faire une pièce de théâtre, ouais. Voilà, on va aller faire comme... j'ai envie de dire le mystère de la chambre jaune, mais il était pas si mal que ça, le film, donc j'ai pas envie d'être méchant, mais voilà, vous voyez le genre de film qu'on va faire, et c'est dommage pour Tintin, quoi. Et encore une fois, syndrome Astérix aux Jeux Olympiques... Oui, apparemment, le mec, sa seule idée artistique, c'est tous les personnages sont joués par des acteurs connus. C'est bien, comme ça on va voir les acteurs avant de voir les personnages. Exactement, voilà. Du côté de Spielberg et de Jackson, c'est les acteurs qui font un effort incroyable pour s'effacer, et on prend pas les acteurs forcément les plus connus, parce que Jimmy Bell, il est un petit peu connu, mais il est pas... Ouais. Voilà, c'est pas George Clooney, Brad Pitt ou d'autres acteurs qui arrivent à se vendre un film rien qu'avec leur nom. Un des plus connus, c'est à l'époque, c'était Daniel Craig. Il joue le méchant, et on le reconnaît à peine, on n'a pas fait de promo sur son nom par rapport à ça. Ouais. On prend littéralement des gens qui ne ressemblent 0% physiquement à Dupont et Dupont pour jouer à Dupont et Dupont. Et il faut ensemble de se transformer pour le rôle, de s'entraîner parfaitement au truc, mais là non, ça va juste être les acteurs qui vont faire leur numéro. Voilà. Simon Pegg et Nick Frost en Dupont et Dupont, vous les voyez? Dans tu vas voir Catherine Deneuve en Castafiore, obligé. Ça va être ça au moins, ce genre de truc quoi. Qui va faire Tintin du coup là? Cadmerade. Mais non, il fera Captain Haddock. Ah oui, évidemment, il va faire Captain Haddock. Et Milou sera joué par Gérard Jugnot. Enfin un rôle à sa mesure. Non, je suis sûr qu'il fera tournesol. Vivement le retour de Spielberg et Jackson. Bah oui, ça fait 10 ans qu'on attend la suite du film de Spielberg qui devait être réalisé par Jackson. Peter, please. Peter, bouge-toi le cul, je sais que c'était dur le Hobbit, mais allez, ressaisis-toi, c'était il y a 5 ans. Sois pas dégoûté par le cinoche, Peter, please. MJ, y a-t-il un film où tu as aimé Elise et Moon? Bah, Astérix et le domaine des dieux. Astérix et le secret de la potion magique. Le premier L'âge de glace, j'ai pas de mauvais souvenirs. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi qu'avec Elise et Moon Toi, quel truc avec Elise et Moon t'aimes bien, toi? Je l'ai mis en bug. En fait, à chaque fois que... Gérard Depardieu en tournesol, je pense pas que ça va arriver parce que Gérard Depardieu, de ce que j'ai lu, il fait en sorte de ne plus être engagé dans des films. Voilà. Il fait en sorte d'emmerder tout le monde. On a vu le truc sur Arte où il mange tout et n'importe quoi. Il explique à un moment qu'il fait exprès de prendre des trucs qui font péter avant d'aller dans un tournage. Oui. En fait, Gérard Depardieu, son plus grand rôle de sa vie, c'est de devenir une arme chimique. Il veut jouer le gaz sarin dans un film plus tard. Il veut peut-être même jouer le gaz moutarde. Il va manger plein de poulet à la moutarde pour que quand ça pète, tu pleures des yeux et que ça va vraiment le gars. Voilà. As-tu vu le film La Petite Boutique des Horreurs? Il y a longtemps, mais voilà, ça sera peut-être l'occasion de le revoir, surtout en période d'Halloween.
Voilà. Après, tu parles de quelle version celui de Roger Corman ou le remake comédie musicale? Personne parle de la version Roger Corman. À ce qui paraît, c'est pas si mal que ça, le Roger Corman. Hein, c'est un de ses meilleurs, mais c'est Roger Corman. Donc... On parle de Lupin et des flatulences de Depardieu. Bienvenue chez moi. Voilà. Ah, ça, ce sera un truc à faire, ça. Lupin et les flatulences de Depardieu. Gars, c'est ça. Les nazis essayent de capturer... Le bal de fin. C'est ça. Les nazis essayent de capturer les pets de Depardieu afin de s'en servir comme arme de destruction massive. Lupin doit essayer de les en empêcher et de les voler en premier pour, je sais pas, gagner de l'argent avec, je sais pas. Comment insérer Fujiko Mini dans ces discussions? Je ne sais pas. Je pense qu'elle n'apparaîtra pas dans ce film. Alors, vous pensez quoi du projet de suite de remake du Roi Lion avec les origines de Mufasa? Qui a demandé ça? Les origines de Mufasa, c'est parce que tu vois, limite, j'aurais compris un remake du Roi Lion 2, tu vois, parce que c'est vrai qu'il est un petit peu apprécié celui-là, mais un remake, la suite, juste pour faire les origines de Mufasa. Les origines de Mufasa, c'est un lion. Oui, voilà, qu'est-ce qu'on s'en fout? C'est un lion. On s'en fout. C'est un lion riche, c'est un lion. Non, mais c'est important de montrer pourquoi Scar il a une cicatrice, tu comprends? Faut qu'on sache c'était quoi son nom de merde avant qu'il soit Scar, tu vois. Il s'appelait Roger, mais il s'est cogné contre une porte et depuis il a une cicatrice. MJ, ton avis sur la version longue de Spider-Man 2 de Rémi? J'en ai parlé dans le alert spoiler que j'ai fait sur Spider-Man il y a longtemps. Hein. Spider-Man 2, pour être toujours précis. disponible sur je sais pas quelle chaîne, c'est laquelle? La chaîne alert spoiler. La chaîne alert spoiler. Voilà. Si elle y est pas sur la chaîne YouTube alert spoiler, elle doit être sur Dailymotion. Voilà. Un avis sur la campagne de Time Shift Tenet à la comédie musicale. What? C'est quoi ce truc? Ça donnerait envie de le voir presque. J'en ai vu des projets bizarres de comédie musicale, mais là... J'ai envie de faire... J'espère que ça... Tu crois que ça va finir comme la comédie musicale de Spider-Man, ils vont tuer 2-3 personnes? Ça fait tanet 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 bon, pour l'instant, ça reprend encore à l'air spoiler. Quand j'aurai le temps, là j'essaye de lancer de quoi faire un pilote, mais il faut trouver un bon décor, faut trouver un bon truc. Si t'as 10 000 balles, il le fait. Donne 10 000 balles sur YouTube et il fait alert spoiler. J'ai toujours le palier pour Bible Black. Hein. Voilà, cotisez tous pour qu'il fasse une critique de Bible Black sur YouTube et il pourra faire un pilote pour alert spoiler et ensuite il essaiera de le faire financer par, je sais pas, le CNC, Ulule. Quelque chose comme ça, ouais, voilà. Et un petit dernier de la part de Yuna Petit Breton. Oui. Un avis sur le film Pan. Moi j'aime bien. Mais je reconnais que c'est pas pour tout le monde. Voilà. Toi, tu l'as pas vu, je crois, non? Est-ce que c'est celui où il y a du Kurt Cobain? Tu peux être plus précis? Est-ce que c'est le film où t'as Peter Pan et il y a le Capitaine Crochet? Quand le Capitaine Crochet arrive, il y a une musique de Kurt Cobain qui se joue, mais en version a cappella avec des pirates. Alors, c'est pas... c'est Nirvana, la chanson? Oui, mais c'est du Kurt Cobain. D'accord. Je suis pas fan de Nirvana, donc je sais pas si... Et c'est pas le Capitaine Crochet, c'est Barbe Noire, mais oui, c'est celui-là. Bon, ok. Et moi, franchement, je l'aime bien. Il est pas parfait. Tu vois qu'au niveau de la narration, il a dû faire rapido parce que, je sais pas, il doit y avoir eu un remontage ou quelque chose. Mais c'était créatif. Il y a pas mal de chouettes moments et tout. Groot, il cache ta tronche en fait, quand il apparaît dans ce mode-là d'écran. Je crois que les gens préfèrent Groot à ma tronche, tu vois. Je pense quand même que tu devrais dans ce mode-là, tu devrais le rétrécir peut-être juste dans un coin. Peut-être, ouais. Mais sinon, ouais, moi je l'aime bien, mais je comprends que certains aient un petit blocage. Voilà, c'est peut-être un petit peu trop délirant pour eux. C'est peut-être un petit peu trop n'importe quoi. Mais moi, je trouve que justement, dans ce genre de film, on essaye trop de rationaliser, etc. Donc c'est cool de enfin faire de la fantaisie complète, quitte à faire du Nirvana au début du XXe siècle. Voilà. Bah après, c'est Peter Pan. Hein. Voilà. D'ailleurs, anecdote assez amusante pour la chanson, elle n'était pas prévue à la base. Cette chanson, c'est juste que quand ils ont commencé à préparer le tournage pour cette scène, t'as un con qui a mis du Nirvana au fond, oui. Et du coup toute l'équipe était incapable de chanter autre chose que du Nirvana après ça. Et justement, sérieusement, oui, c'est à cause de ça. Donc si le mec il avait mis du Axel F, heureusement qu'il a mis du Nirvana, j'ai envie de dire. Imagine Barbe Noire, il arrive et tout le monde fait ta 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 ta. Bip bip. Ding ding.
Et ouais, c'est le thème de Barbe Noire maintenant, pour toujours. Donc voilà, on va s'arrêter là. On essaiera d'organiser un autre live comme ça, peut-être la semaine prochaine ou quelque chose, quand il y aura suffisamment de news. Et bien entendu, j'essaierai de faire enfin le live sur Black and White. Ah, ça pourrait être ton rendez-vous régulier, hein, les mercredis à 18h ouais. sur Twitch. Et pour le mettre sur un peu du temps, attendez-vous à ce que les mercredis de 18 à 19 sur Twitch, MJ fasse... J'essaierai. Après, je suis pas très doué pour faire des agendas, donc vous respectez des horaires et tout, donc on verra. J'annoncerai au dernier moment, de toute façon. N'hésite pas à fidéliser, de toute façon. Au pire, après, au pire, tu feras une annonce générale, tu feras une vidéo, tu diras, j'ai un Twitch maintenant, rendez-vous maintenant tous les 18h le mercredi pour faire ça. Sur YouTube, j'essayais d'organiser ça un petit moment, mais sur Twitch, peut-être que je vais me permettre de faire du OSEF au niveau des horaires, justement. Voilà. Mais après, c'est bien, pouvoir fidéliser, avoir un emploi du temps de temps en temps, pour que les gens puissent avoir un rendez-vous régulier, venir et savoir quand t'es là, forcément, ça aide toujours dans le format live, tu vois. Comme à la télé, tu vois, avoir des cases horaires. Oui, bien sûr. En tout cas, merci à tous d'avoir participé, et du coup, à la prochaine fois. Voilà. À la prochaine sur la chaîne Fermez-la, à la prochaine sur sa chaîne à lui, et à la prochaine dans un prochain live sur Twitch. Allez, ciao tout le monde! Ciao.